Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va aborder aujourd'hui un petit peu plus en détail un concept que j'ai évoqué à la fin de la dernière séance de cours qui est la résistance thermique. Donc la résistance thermique, c'est un concept qui apparaît lorsque l'on utilise la loi de Fourier qu'on a vu hier. Donc je vous rappelle que la loi de Fourier s'exprime sous la forme phi égale moins lambda s delta t sur delta x et qu'elle caractérise le flux qui transite à travers un matériau en fonction de sa conductivité thermique lambda, la section droite de ce matériau grand S, la différence de température delta T entre les deux faces du matériau et son épaisseur delta X. Eh bien, la résistance thermique va être définie de façon à ce que ce même flux soit égal à moins le delta T qu'on a utilisé juste au-dessus, divisé par la résistance thermique grand R. Donc ça, c'est la résistance thermique. Ok, alors cette résistance thermique, elle ne sort pas de nulle part, hein. C'est un concept qu'on retrouve dans d'autres disciplines et par exemple en électronique, on va avoir une relation qui est très proche, qui est que I, l'intensité électrique qui parcourt un composé, va être égale à la différence de potentiel qui est présente aux bornes de ce composé, divisée par la résistance électrique donc, du composé. Donc on a de la même façon un flux qui est égal à une différence de potentiel divisée par une résistance. Donc le concept est le même dans le sens où ici à chaque fois on applique en fait une motivation à ce qui est un flux qui apparaisse dans le matériau, donc un flux d'énergie pour la conductivité thermique ou un flux d'électrons pour le cas de l'électronique. Alors la motivation, eh bien, dans le cas de l'électronique, c'est en appliquant une différence de potentiel aux deux bornes du composé qu'on va inciter les électrons à se déplacer d'un point à un autre dans le composé. Au niveau du flux thermique, on va appliquer une différence de température. Cette différence de température va inciter l'énergie à transiter d'un côté à l'autre du matériau et ce transit va rencontrer une certaine résistance, donc c'est la résistance thermique qui est exprimée ici. Alors, on parle ici de résistance, donc ça va rejoindre un petit peu l'idée intuitive qu'on pourrait en avoir, à savoir que un matériau qui présente une grande résistance va, pour une même motivation, une même incitation à ce que l'énergie transite d'un côté à l'autre du matériau, va donner lieu à un flux qui sera relativement faible parce que ce flux va rencontrer une certaine résistance à sa progression. Donc c'est ce qu'on retrouve dans l'expression mathématique qui est ici, à savoir que si on a une grande résistance, avec un delta T donné, on aura un flux qui sera faible, alors que si on a une faible résistance, avec le même delta T, on aura un flux qui sera beaucoup plus important. Autrement dit, faible résistance, grand flux, grande résistance, petit flux. C'est exactement la même chose que ce qu'on trouvait en électronique, puisque dans le cas d'une différence de potentiel donnée, eh bien, si on a une grande résistance, on a une petite intensité. Si on a une petite résistance, on va avoir une grande intensité. Alors on peut bien évidemment exprimer cette résistance thermique en fonction des paramètres qui avaient été utilisés dans le cadre de la loi de Fourier, puisque ici la loi de Fourier est phi égale moins lambda s delta t sur delta x, et la résistance thermique est définie de façon à ce que le flux phi soit égal à moins delta t sur résistance thermique. Donc forcément on peut tout de suite assimiler les termes et voir que la résistance thermique est égale à delta x sur lambda s. Alors la particularité ici, c'est qu'on passe à une résistance thermique qui est spécifique du matériau, alors pas du matériau générique, mais du matériau spécifiquement individuel qu'on a utilisé pour le cas précis qu'on est en train d'étudier. Ici on avait une expression qui était applicable dans n'importe quelle situation, quelle que soit l'épaisseur et la surface, à partir du moment où on connaissait la conductivité thermique intrinsèque d'un matériau générique donné. Ici, il faut qu'on connaisse à la fois l'épaisseur, le lambda, donc la conductivité thermique, et la section droite pour avoir une valeur de résistance. Donc si vous modifiez pour un même matériau, une même surface à travers laquelle le flux thermique va transiter, si vous augmentez la surface d'un facteur 2, vous allez forcément impacter la résistance. Alors, de quelle façon cette résistance va évoluer suivant la façon dont on combine les matériaux entre eux, c'est justement ce que l'on va voir à présent. Donc on va s'intéresser ici au cas où on a deux matériaux successifs dans la direction du flux d'énergie.
Autrement dit, on a une direction de propagation ici, donc toujours x, on garde les mêmes notations. On va représenter ici en ordonnée la température. On va avoir un premier matériau à traverser, ici, dont la résistance thermique sera R1. On va mettre derrière un deuxième matériau, dont la résistance thermique sera R2. Et puis, on va regarder donc le profil de température à la traversée successive de ces deux matériaux. Donc, on va avoir une température d'entrée qu'on va noter TA. Ensuite, on aura une température de jonction ici qui sera TB. Et une troisième température qui est la température de sortie qui sera TC. Donc, on va noter simplement TB moins TA, ce sera delta T1. Autrement dit, c'est la différence de température de part et d'autre du matériau 1. TC moins TB, ce sera égal à delta T2, c'est la différence de température de part et d'autre du matériau 2. Et puis on va noter TC moins TA, delta T, ça c'est la différence de température globale de part et d'autre de l'ensemble des deux couches constitutives du matériau. Alors ici, on sait qu'on a conservation du flux au long de la traversée des deux matériaux. Donc ça veut dire que le flux qui traverse tout ça, eh bien c'est à la fois égal à moins delta T1 sur R1 et à moins delta T2 sur R2. Et en même temps, eh bien le flux phi, si on recherche une résistance globale pour l'ensemble de ces deux matériaux, eh bien ça va s'écrire phi égale moins delta T, donc global, sur R. Bien, une fois qu'on est là, c'est relativement rapide. En fait, ce que l'on peut faire, c'est essayer de calculer R. Donc on voit que R, eh bien c'est moins delta T sur phi. Et la différence de température globale, ce delta T, eh bien en fait c'est la somme des deux différences de température entre les deux phases du premier matériau puis les deux phases du deuxième matériau. Si vous voulez vous en convaincre, il suffit de regarder comment on a défini le delta T là-haut, et on voit qu'en fait le TC moins TA, on peut l'écrire TC moins TB plus TB moins TA, autrement dit c'est égal à delta T1 plus delta T2. Donc le delta T qu'on a là, on peut le remplacer par delta T1 plus delta T2. Autrement dit, on obtient ici moins delta T1 sur phi moins delta T2 sur phi. Et là, ce que l'on voit, c'est que delta T1 moins delta T1 sur phi, eh bien c'est la résistance R1. Donc ce premier terme est égal à la résistance R1 qu'on avait pour le premier matériau, et le deuxième terme est égal à la résistance R2 qu'on a pour le deuxième matériau. Autrement dit, la résistance thermique globale de l'ensemble de ces deux matériaux, eh bien, c'est la somme des deux résistances thermiques R1 plus R2. Voilà, donc là, on voit un des avantages de l'utilisation de ce type de notation et de la notion de résistance thermique, c'est qu'on va avoir quelque chose qui va être très simple d'utilisation pour calculer en fait les flux thermiques qui vont transiter dans un certain nombre de configurations de différents matériaux. Alors j'en profite pour répondre à la petite question que je vous avais posée à la fin de la séance précédente. Je vous avais proposé de regarder ce qui se passait quand on avait une superposition de trois matériaux avec deux matériaux isolants de part et d'autre et un matériau conducteur pris en sandwich au milieu. Ok, alors je vous laisse regarder le détail de la façon dont le flux se comporte à l'intérieur. Disons que globalement, ce qui va se passer, c'est assez simple, puisque on va avoir un flux qui va être... Donc ici, on prend le... Pardon. Hop. Donc on va représenter la température. On va avoir une température d'entrée, une température de sortie. Ici, dans l'isolant, on va avoir une forte différence de température, une petite différence dans le conducteur et de nouveau une grande différence dans le deuxième isolant. Donc ça, en fait, ce résultat qualitatif, on le retrouve très simplement en exprimant la conservation du flux le long de l'ensemble des trois couches de matériaux.
Alors là où c'est intéressant, c'est par rapport à la question que j'avais posée après, qui était est-ce que ça a du sens de mettre ces couches de cette façon? Est-ce que la première couche d'isolant finalement sert à quelque chose? Est-ce qu'il vaut mieux mettre les deux couches d'isolant l'une sur l'autre? Ce genre de choses. Eh bien en fait, quand on a une superposition de matériaux comme ça, alors je ne vais pas faire la démonstration en détail, hein, c'est strictement la même que celle qu'on a vue juste avant, simplement il y a une couche en plus. Eh bien on a une résistance thermique globale R qui est égale donc une résistance thermique globale R qui est égale à la somme des trois résistances thermiques. Donc la résistance thermique de l'isolant 1 plus la résistance thermique du conducteur plus la résistance thermique de l'isolant 2. Alors là, du coup, en l'écrivant comme ça, on a tout de suite la réponse à une des questions, à savoir l'ordre des couches. Est-ce qu'il vaut mieux mettre les deux isolants d'un seul côté? Est-ce que c'est bien de prendre le matériau conducteur en sandwich entre les deux isolants? Eh bien, en fait, ça n'a aucune importance, puisque la somme ici est commutative. Donc, si vous mettez le conducteur en premier, les deux isolants ensuite, ou tout autre ordonnancement que vous choisirez, eh bien, vous aurez toujours la même résistance thermique globale, ce qui veut dire que le flux que vous allez observer, le flux thermique, sera le même, quel que soit l'ordre dans lequel vous mettez les couches. L'autre partie de la question était de savoir si c'était utile de mettre une deuxième couche d'isolant. Eh bien, en fait, la réponse c'est pareil, c'est relativement facile une fois qu'on a cette expression. Donc là, on se retrouve avec deux isolants. Donc je vous rappelle, isolant, ça veut dire que ça a tendance à ne pas laisser passer le flux thermique. Autrement dit, ça oppose une grande résistance au passage du flux thermique. Autrement dit, on a des résistances thermiques pour les couches isolantes qui sont relativement élevées. Au contraire de la couche conductrice ici, qui a une résistance faible, résistance thermique faible. Donc quand on fait la somme de la résistance thermique du conducteur et de la résistance thermique de l'isolant, en fait on va obtenir un résultat qui va être essentiellement piloté par la résistance thermique de l'isolant. Autrement dit, ici, quand on fait RI2 plus RC, en réalité, ce qu'on va trouver, c'est un résultat qui sera beaucoup plus proche de RIC, RI2 tout seul, plutôt que de RC. RC est une petite correction au RI2. De la même façon, le RI1, donc la résistance thermique du premier isolant, elle est plutôt du même ordre de grandeur que RI2. Donc en gros, si vous mettez deux couches, vous allez augmenter la résistance globale quasiment d'un facteur 2 par rapport à ce qu'elle serait si vous ne mettiez qu'une seule couche d'isolant. Donc oui, vous avez tout intérêt à mettre deux couches d'isolant sur votre matériau. Alors, soit deux couches d'isolant, soit une couche d'isolant deux fois plus épaisse, puisqu'on a vu tout à l'heure que l'ordre dans lequel on mettait les couches n'avait pas d'importance par rapport au flux thermique global qu'on allait obtenir. Bien, donc là nous venons de voir le cas de matériaux qui étaient organisés de manière successive dans la direction du flux thermique. Donc maintenant, naturellement, on va regarder le cas de matériaux qui sont organisés de manière parallèle dans la direction du flux thermique. Donc on imagine qu'on a ici un matériau à travers lequel on va avoir un flux thermique qui va se propager dans cette direction. Donc comme tout à l'heure, on va représenter la température. Et puis on va cette fois avoir un matériau qui sera composite et qui sera constitué de différents matériaux de manière latérale. Donc on aura un premier matériau ici par exemple, et un second matériau en dessous. Alors on va prendre deux matériaux pour faire la démonstration, ce sera plus facile. Voilà. Ok, donc on a à gauche une température donnée. Voilà. À droite, une autre température. Et entre les deux, forcément, on a un profil de température. Profil de température qui est nécessairement le même dans les deux matériaux. Il est commun aux deux matériaux, puisqu'en fait, les deux matériaux connectent des températures qui sont identiques de part et d'autre. Donc le profil de température est nécessairement le même dans les deux matériaux. Et c'est ça l'élément déterminant ici. Puisque du coup, on va avoir un flux thermique. Alors ici, on va noter 1, le matériau du haut, 2, le matériau du bas. On va avoir un flux thermique total qui va traverser l'ensemble du matériau, donc flux total, qui sera égal au flux qui va transiter à travers cette surface-là. Donc on va avoir le φ1, donc le flux qui traverse le matériau 1, plus le flux qui traverse le matériau 2 qui se trouve juste en dessous. Donc ce flux total, on va vouloir l'exprimer sous forme donc moins delta T sur R, R étant la résistance thermique globale de l'ensemble.
Et de l'autre côté, on sait qu'on va pouvoir exprimer Φ1 et Φ2 en fonction des résistances thermiques respectives des deux matériaux constitutifs de cette structure. Donc on va avoir moins ΔT sur R1. Et donc là, la particularité, c'est que ce ΔT ici, c'est le même que celui-là. Et donc moins ΔT sur R2. De la même façon, le ΔT étant le même, étant commun pour les deux matériaux, avec la résistance thermique du matériau 2. Et bon, là, il n'y a pas beaucoup de calculs à faire, c'est comme tout à l'heure. On voit tout de suite comment on va pouvoir exprimer la résistance globale en fonction des deux autres résistances thermiques. Et on obtient que l'inverse de la résistance globale, c'est égal à la somme des inverses des deux résistances thermiques constitutives du matériau dans lequel les matériaux sont organisés en parallèle. Ici. Quelles conséquences cela a lorsque l'on met en parallèle, par exemple, des matériaux qui ont des résistances thermiques très différentes? Eh bien, vous voyez que si, par exemple, vous avez un matériau R1 dont la résistance est faible, alors on imagine que R1 est faible, que R2, au contraire, est une résistance élevée, eh bien, à ce moment-là, les inverses, autrement dit 1 sur R1 et 1 sur R2, sont respectivement... Donc 1 sur R1 du coup va être élevé et 1 sur R2 va être lui faible. Donc quand on va faire la somme de 1 sur R1 plus 1 sur R2, eh bien on obtient un petit peu ce qu'on avait obtenu tout à l'heure, mais dans le cas de la somme des résistances. Ici c'est la somme des inverses des résistances. C'est le terme le plus grand qui va piloter l'ensemble, qui va dominer la somme des deux. Et donc la somme des deux résistances sera presque égale, à un petit quelque chose près, à la résistance la plus élevée de la somme, autrement dit 1 sur R1 ici, autrement dit celle du matériau dont la résistance thermique est faible. Ce qui veut dire que le 1 sur R global, ici, va être proche du 1 sur R1, autrement dit le R va être proche de R1. Donc quand on a des matériaux qui sont placés comme ça en parallèle, on va avoir une résistance thermique globale qui va se rapprocher de la résistance thermique du matériau le moins résistant, autrement dit le plus conducteur. Tout à l'heure, dans le cas des matériaux successifs, on avait une résistance globale qui était à peu près, qui était du même ordre de grandeur que la résistance la plus grande de celle des matériaux constitutifs. Ici, dans le cas de résistance parallèle, on a une résistance globale qui était à peu près égale à la résistance la plus faible des matériaux constitutifs. Donc ce qui se produit parfois, c'est qu'on va avoir une grande étendue de matériaux qui va être très résistant par rapport au flux thermique, et puis on va avoir une petite zone dans laquelle on va avoir une résistance thermique beaucoup plus petite, et donc on va obtenir, dans le cas du matériau global, un flux thermique important, flux thermique qui va uniquement transiter par cette petite zone dans laquelle la résistance thermique est faible. C'est ce qu'on appelle à ce moment-là un pont thermique. Alors c'est un phénomène qu'on rencontre dans de nombreuses circonstances. Le plus classique, c'est celui des façades d'immeubles, dans lesquelles vous avez au niveau de la façade parfois des pièces métalliques, et ces pièces métalliques, ou alors des trous également, des trous entre les pierres, qui laissent passer en fait le flux thermique. Et si vous faites une photographie donc infrarouge de la façade, vous allez observer que sur ces points particuliers, vous avez des déperditions importantes de chaleur, alors que le reste de la façade est parfaitement isolant. Voilà, donc on en a terminé avec les résistances thermiques. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur la façon dont les flux thermiques sont pilotés par la structuration des matériaux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu en dessous, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres séances de cours. Ciao!